Ah, voilà la commode. Bon, mettez-la là pour le moment. Doucement. Vous la reculez un peu. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que c'est là? Ah oui, oui, je vois. Venez, venez. Voilà. C'est ça, oui. Bien. Donné par le roi. Fichtre. La princesse de Cadignan, elle s'appelait bien la duchesse de Montfrigneuse. Oui, c'est cela. Pourquoi a-t-elle changé de nom? Est-ce indiscret? Madame la princesse a connu des soucis de fortune lors de la Révolution de Juillet. Oui, c'est pour ça qu'elle déménage. Voilà, oui. Elle a choisi de continuer sa vie sous le nom de son mari. Où est-il? Son Altesse le Prince de Cadignan est à l'étranger. Il partage l'exil de la famille royale. Elle ne revient jamais en France? C'est très rare. Et le lit, là, qu'est-ce qu'on en fait? Laissez-le ici pour le moment. Un prince est au-dessus d'un duc? Non, en France, le titre de duc prime sur tous les autres. En réalité, monsieur, en thèse héraldique, il y a égalité parfaite entre tous les gentilshommes. Les rois, par exemple, donnent souvent des titres de comte à leurs enfants. Et cependant, dans 2 ou 3 familles, le titre de prince est au-dessus de celui de duc. C'est le cas des Cadignan. Et l'hôtel des Cadignan, il y a seulement 3 ou 4 ans, était une très grande maison. 30 domestiques ne suffisaient pas au service. Vous avez vu? Non, ne touchez pas à tout. Il y a un album avec rien que des hommes. Oui. Madame la princesse l'appelle assez plaisamment le recueil de ses erreurs. Tous ces hommes ont été ses amants? Oh, tous, je ne l'affirmerai pas. Mais tous ont sans doute brûlé pour elle plus qu'ils n'auraient dû. Là, voici monsieur de Marsay, qui est aujourd'hui ministre, et qui laissait traîner ses cigares partout. Voici monsieur Détrailles, qui était sans doute le plus élégant. Ah, ce pauvre monsieur Lucien de Rubempré, si beau qu'on aurait dit un ange. Voici monsieur de Rastignac, qui est sous-secrétaire d'État. Et monsieur le marquis d'Aigrinon, qui a épousé la fille de son banquier. Tous ces grands noms? La princesse va vivre ici? Sa fortune s'est évanouie, monsieur. Aussi a-t-elle décidé de se cloîtrer, de renoncer au monde, dont elle a connu les splendeurs. Il faut être reine pour savoir abdiquer et pour savoir se faire pardonner son règne. Elle va vous garder? Oh non. Non, elle ne peut garder qu'une femme de chambre et une cuisinière. Moi, je suis ici pour l'arrivée des meubles. Après, je pars. Madame la princesse de Cadignan. Merci. Merci beaucoup. Vous avez terminé? Pas encore, madame la princesse. Il me reste si peu. Rien n'est cassé, perdu. Je ne pense pas, madame. C'est bien. Merci pour les précautions que vous avez prises. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du côté de Saint-Méry, madame, les républicains. Ce soir, il y aura encore du sang de Parisiens dans les rues. Un petit garçon a apporté ce pli, madame. Donnez, merci.
À quelque temps de là, un jour du mois de mai, je me promenais dans mon jardin avec la seule amie que je voyais encore, la marquise d'Espard. Comme il se doit, nous parlions du passé. Et le petit des Grignons, vous l'avez aimé? Pas un instant. Et de Marsay? De Marsay a joué avec moi, comme avec une poupée. J'étais si jeune. Nous n'aimons jamais les hommes qui se font nos instituteurs. Et Lucien de Rubempré? Lui, j'aurais pu l'adorer. Mais il m'a préféré une fille qui était plus belle que moi. Vous n'en pensez pas un mot. Mais si. Mais si. Comment peut-on vivre dans un cloître après tant de fêtes? C'est plus facile que le contraire. Ma solitude n'a rien de pénible. J'étais fatiguée, sans plaisir, sans émotion dans le cœur. Fuir les hommes, ce n'est pas une perte. Tous ceux que j'ai connus, je les ai trouvés petits, mesquins, superficiels. Aucun d'eux ne m'a causé de surprise. Aucun d'eux ne m'a paru grand. Dites-moi un secret. N'avez-vous donc jamais aimé? Jamais. Oh, j'ai sans doute été plus aimée que ne le sont les autres femmes. Mais dans mon cœur vieilli, je vois une telle innocence. Je me sens jeune et belle et j'attends mon premier amour. Mais qui à Paris pourrait-vous croire? Nous arrivons à l'âge des aveux. Mais Diane, nous sommes encore assez vivantes pour prendre une belle revanche. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un peu comme un rêve. Quel mystère, l'amour. Il me semble introuvable. Et ce n'est pas faute d'avoir cherché. On nous connaît trop et mal. On nous prend pour des roués. Et nous sommes naïves comme deux petites pensionnaires. Faire croire à une vérité, je ne connais rien de plus difficile. Vous savez ce qu'il nous faudrait? Il nous faudrait un homme de génie. Le génie seul, à la fois de l'enfance. Il est prêt à se laisser bander les yeux, il n'attend que ça. Oui, peut-être. Je voudrais bien ne pas quitter ce monde sans connaître le véritable amour. On dit qu'il s'agit parfois d'une épreuve. Le dernier homme qui m'a aimé était, je pense, un homme de génie. Mais le diable s'en est mêlé. Oh, racontez-moi. C'est assez bref. Tous les vendredis, à l'opéra, je voyais un jeune homme qui me regardait fixement. Il était toujours là, tout près de ma loge. Il m'admirait ouvertement. À la sortie, je le voyais planté dans la foule, immobile sur ses deux jambes. Ses yeux brillants me suivaient. Et jamais un mot, jamais une lettre. Quelquefois, en rentrant à mon hôtel au matin, je le retrouvais près de la porte cochère. Il m'avait attendu toute la nuit. Et il me regardait passer. Et il vous a regardé pendant longtemps? Pendant 4 ans. Et il ne vous a jamais parlé? Jamais. Qu'est-il devenu? Il est mort. Il était républicain. Il a été tué à Saint-Méry le jour même où je m'installais ici. Et ce même jour, j'ai reçu une lettre courte et terrible, signée de son nom. Montrez-la-moi. Non. Au moins, comment s'appelait-il? Il s'appelait Michel Chrétien. J'ai entendu parler de lui. C'était un ami d'Arthès. Tenez, d'Arthès. Eh bien? Voilà l'homme de génie qu'il vous faut. Vous le connaissez? Non. Vous voulez le connaître? Je peux demander à Rastignac de l'amener chez moi.
D'Arthez est un homme incomparable. Ses derniers livres lui ont apporté la gloire, mais je ne crois pas qu'il connaisse l'amour. On dit qu'il est excessivement spirituel, mais qu'il craint les femmes. Sa vie est sobre et régulière. On dirait un moine. Mais peut-être lui aussi rêve-t-il de quelque chimère. Ce qui vous a manqué jusqu'à maintenant, c'est un homme d'esprit pour vous jouer de lui. C'est vrai. Je n'ai jamais eu d'adversaire. Laissez-moi faire. C'était la vérité. Mon existence était alors entièrement consacrée au travail. Je ne voyais la société que par échappée, comme un songe. Et la femme n'était pour moi qu'un accident toujours redouté. À force de l'observer, de l'étudier, j'avais fini par ne plus la connaître. Monsieur de Rastignac et Monsieur Blondet. Oui, qu'ils entrent. Bien, grand homme. Toujours en cellule? J'aime assez la vie d'un bénédictin. Elle se suffit à elle-même. C'est le grand confort, apparemment. Tu pourrais cependant t'autoriser quelques sorties. Je disais justement à Blondet qu'à force de se cloîtrer, d'Arthez oubliera le monde. À moins que le monde ne m'oublie. La vertu aurait-elle peur de se montrer? Ton cœur est-il trop délicat, trop chatouilleux? Tu le sais bien, Rastignac, je n'ai connu que les grossièretés de l'amour. Alors qu'il peut être, il me semble, la création morale la plus haute. Oui. Une des gloires de la société a été de créer la femme là où la nature a fait une femelle. Si Rousseau t'entendait. La princesse de Cadignan voudrait absolument te voir. Elle est positivement éprise de toi, à travers tes livres. Voilà une bonne occasion de te décrasser un peu le cœur. Et de connaître les suprêmes délices d'une grande dame parisienne. Elle ne parle que de toi. Elle te voit sur un piédestal. Mais attention, c'est une femme redoutable. Ses amants feraient une longue guirlande. On y voit des marquis, des ambassadeurs, un général russe. Certains sont morts, beaucoup se sont battus, tous se sont ruinés. Ton ami Michel Chrétien a dû souvent te parler d'elle, non? Il courait dans les rues aussi vite que ses chevaux, pour la voir à travers les glaces de sa voiture. Pauvre Michel. Voilà la femme qu'il te faut. Elle t'initiera avec beaucoup de grâce au mystère de l'élégance. Elle sera cruelle, mais par délicatesse. La marquise d'Espard nous invite avec elle. C'est après-demain soir. Viens-t'en. Après cette conversation, la princesse avait pour moi la profondeur d'un abîme. La corruption des diplomates, le danger d'une sirène. Je décidai de la connaître.
princesse de Cadignan est déjà là? Certainement, monsieur Baron. Elle est arrivée la première. Princesse, Voici Daniel d'Arthès. Princesse. Monsieur, je suis très heureuse de vous voir. Permettez-moi de vous présenter mon fils, le duc de Maufrigneuse. Elle lui présente toutes les difficultés du même coup. Votre mère m'a parlé de vos goûts. Venez, je vais vous montrer des choses rares. En vous rencontrant, j'avais le secret désir de parler d'un de vos amis. Un malheureux garçon qui est mort. Il m'est devenu très cher. Je voudrais tout savoir sur lui. Michel Chrétien était un fervent républicain. Je le sais. Mais bien qu'appartenant par toutes mes fibres à une famille monarchiste, je crois qu'on peut être républicain et noble de cœur. Il n'était pas un républicain étroit. Il rêvait d'appliquer la fédération suisse à toute l'Europe. Nos opinions nous opposaient souvent, mais notre amitié n'en souffrait jamais. C'est le plus bel éloge de vos deux caractères. Il n'aura fait qu'à moi seul la confidence de son amour pour vous. Lui seul vous aura aimé comme on dit que vous devriez l'être. Il ne m'aurait peut-être pas aimé longtemps. Lui qui me rêvait parfaite. Quelle désillusion l'attendait. Les femmes sont constamment poursuivies par la calomnie. Elles ne peuvent s'en protéger par la gloire. On lui aurait vite montré cette femme imaginaire qu'on a voulu faire de moi. Il m'aurait rejeté sans doute. Un soir, à la sortie de l'opéra, je fus sur le point de lui prendre la main devant tout le monde et de lui donner mon bouquet. Michel vous aimait d'une manière absolue. Il pouvait être déçu, il pouvait souffrir, mais il lui était impossible de renoncer à vous. J'étais aimée ainsi. Oui, madame. J'ai donc fait son bonheur. Pendant 4 ans. Une femme n'apprend jamais ce genre de choses sans une certaine satisfaction d'orgueil. N'est-ce pas pour une femme accomplir sa destinée que de rendre heureux un grand homme? Je ne sais pas, madame, ce qu'est une destinée féminine. Dans vos livres, pourtant, vous parlez souvent de nous. J'en parle à la manière des hommes. Oui, comme un papillon qui resterait loin de la flamme. Michel, lui, a osé se brûler. Il est le seul à m'avoir vraiment connu. Je le crois. J'éprouve un étrange sentiment. À la façon dont vous parlez de votre ami, il me semble que vous partagez la même âme. Je me suis fait une loi de ne recevoir personne. Mais vous pourrez entrer chez moi. Vous seul.
Je veux voir en vous le frère de Michel. Aucun homme vivant ne pourrait rendre à la princesse les services qu'elle obtient de ce mort. D'Arthez est en train de s'y laisser prendre. Le voici pour la première fois, entre les mains d'une femme comme il faut. Qu'il prenne garde. Madame la marquise est servie. Eh bien? Mais c'est un adorable enfant. Il sort du maillot. Cette fois encore, il y aura triomphe sans lutte. Il avait l'air pourtant très réservé. Je n'ai rien fait pour soulever son enthousiasme. Méfiez-vous, c'est un homme de génie. Le génie est une manière d'être du cerveau. Je ne sais pas ce qui gagne le cœur. C'est une femme intéressante. Quel âge a-t-elle? Son fils va vers ses 19 ans. Elle l'a eu très jeune. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Le fait que vous serez chez elle avant 3 jours. Mais attention à votre fortune naissante. Cette femme a dévoré des millions. Comment? Pourquoi? Elle ne le sait pas elle-même. Vous allez entrer dans le monde le plus fantastique. Tenez-vous bien. La première surprise de cette histoire vint de moi-même. Le lendemain matin, quand je me réveillais, j'étais éprise de Daniel d'Arthez. J'avais enfin rencontré cet homme supérieur que toutes les femmes désirent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de le maîtriser. Voici quelques-uns de ses livres. Merci. Vous lui avez parlé toute la soirée et vous n'aviez rien lu de lui, hein? Ce n'était pas indispensable, au moins pour la première fois. Vous semblez radieuse. Je ne songe pas à le cacher. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Tout. J'aime son visage plein de pensées. Il me semble que le calme de sa vie lui apporte une sorte de profondeur. J'aime le mystère de sa solitude. Et aussi sa naïveté, son naturel d'enfant. Je ne vois chez lui aucun calcul, aucune politesse hypocrite. J'y trouve même un certain parfum de sauvagerie. Et tout cela en une rencontre. Puis-je vous parler franchement? C'est à vous d'en décider. D'Arthez m'a jeté un charme. À ce point-là? Oh oui, j'en suis sûre. Ne me dites pas que vous l'aimez. Si, je l'aime. Tout est dit. Déjà? Je l'aime avec ma science et mon ignorance. Une seule question. Qu'ai-je fait pour le mériter? Je suis incapable de vous répondre. Et tout devient si évident que je voudrais finir ma vie de femme dans le paradis que j'entrevois. Sans résistance. Résister? Je n'y pense même pas. Toute coquetterie me semblerait vulgaire. Non, je ne résisterai pas. Je serai faible à son premier désir. Mais j'ai l'impression qu'il me laissera le temps de me préparer. Ne te pose pas de questions.
va la voir et laisse-toi guider. Elle ne songe pas à se défendre. Tu crois? En tout cas, elle est en train de lire tes livres. Je ne sais rien de son mari. Ah, lui, c'est un grand absent. Tête vide, très inoffensif. Dès l'âge de 36 ans, il a montré la plus parfaite indifférence pour le beau sexe. Pour quelle raison? La vérole. C'est un homme nul. Diplomate par naissance, bon militaire par hasard. Charmant, d'ailleurs. Il a laissé la princesse de Cadignan manger elle-même sa fortune. Il est aimé de tous. Aucun reproche. On dit même de lui, c'est un beau caractère. Je suis curieux de savoir ce qu'elle te dira de lui. Rien, peut-être. Ça m'étonnerait. Il me semble assister au début d'une comédie inconnue, jouée dans le secret des consciences par deux êtres dont l'un sera finalement la dupe de l'autre. Mais lequel? Moi, j'y vois un drame noir et comique, reculant les limites de la perversité. Et pourtant, calme, naturel, sans éclat. En tout cas, te voilà pris. Tu as trouvé ton ange. Il nous reste à te rappeler que la princesse de Cadignan est l'une des créations les plus dangereuses de notre monstrueux Paris. Pourquoi dangereuse? Parce que les anges sont dangereux. Monsieur d'Arthez est là, madame. Très bien, faites-le entrer. Bonjour. Asseyez-vous un instant, je finis ma lettre. Voilà. J'ai terminé. Vous avez remarqué, je vous traite comme une vieille connaissance. Je vous en remercie. C'était une lettre à mon mari. Vous lui donnez les dernières nouvelles de Paris? Certaines, oui. Je lui parle même de politique, du bout des lèvres. On dit de lui qu'il est un homme fidèle. À ses maîtres, oui. Il l'a prouvé en les suivant en exil. Son caractère public me console parfois de son caractère privé. Il vous a fait souffrir? N'avez-vous pas remarqué, vous qui savez tout, que les hommes ont deux caractères? Ils en ont un pour leurs femmes, pour leur vie secrète. Et c'est le vrai. Là, ils sont ce qu'ils sont, sans masque. Mais pour les autres, pour le monde, pour la politique, ils ont un costume brodé. Ils sont grands, nobles et généreux. Quelle horrible plaisanterie. Oui, c'est assez commun. Comme la vérité. Vous, les écrivains, vous n'aimez pas les femmes intéressantes. Expliquez-moi. Les femmes mal mariées, qui luttent, qui voudraient faire quelque chose de leur vie, vous les rendez souvent ridicules. Ou bien elles se soumettent, et tout est dit, ou bien elles résistent et elles s'amusent en douce. Et dans les deux cas, on doit se taire. Vous, qu'avez-vous choisi?
Je n'ai su ni tout à fait plier, ni tout à fait résister. Et j'ai gardé le silence. Les femmes sont bien sottes de se plaindre. Elles font en réalité ce qu'elles veulent. Ça vous choque? Non, non. Celles qui regrettent d'être des femmes et qui voudraient être des hommes, j'ai pitié d'elles. Si je pouvais choisir, je choisirais d'être une femme. Quel plaisir à triompher, avec tout le pouvoir que vous donnent des lois, faites par vous. Il vous arrive sans doute de voir des hommes faire des sottises à vos pieds. Cela m'arrivait, autrefois. À ces moments-là, n'est-il pas enivrant de sentir votre faiblesse qui triomphe? Oui, mais il faut toujours se taire. Victorieuse ou vaincue, une femme doit toujours se taire. Expliquez-moi, comment un homme a pu vous faire souffrir? Vous allez vite en amitié. Je me suis montré trop curieux, je vous ai blessé. Je ne vous le dirai pas. Je partis presque aussitôt, certain de ma maladresse, et persuadé que cette femme avait étrangement souffert. Sans être fasciné, j'avais déjà la terreur de déplaire. Je revins presque chaque jour, pendant plus d'un mois. Et tu ne lui as jamais reposé la question? Jamais. Tu as peur de le faire? Autant que j'en ai envie. Cette femme n'a jamais souffert. Elle a passé sa vie à s'amuser. Et elle continue. On te l'a dit, c'est un vrai don Juan. Femelle. Cette différence près qu'elle n'eût pas invité le commandeur à dîner, mais à autre chose. Il y a quelque chose en elle qui est au-delà du mensonge. Au-delà même du jeu qu'elle croit jouer. Ce ne sont que les préliminaires. En ce moment, elle esquisse un croquis, une ébauche. Et quand elle le voudra, en 1 heure, elle fera de toi son chef-d'œuvre. Ces lectures, c'est de l'héroïsme. Je lis nuit et jour. Je n'arrête pas. Non seulement ces livres, mais les livres des autres. Je lis tout et n'importe quoi. Et vous lui répétez le soir ce que vous avez lu le matin? Exactement. Et ça le laisse stupéfait. Il continue à venir tous les jours? Oui. Sans que je me lasse de lui. J'aimerais être une souris pour admirer votre manège. Ce n'est pas un manège. Je ne crois pas. C'est naturel. Il vient, il s'assied, nous parlons. Il s'en va, il revient, il s'assied. Parfois jusqu'à 1 heure du matin. Et votre paradis? Pas encore entrouvert. Nous piétinons devant la porte. Il ne tiendrait qu'à vous de la pousser d'un coup d'épaule.
Je ne suis pas vraiment pressée. Je ne vous crois pas. On dit qu'il a cessé d'écrire. À cause de moi? Quelle autre raison? Vous nous privez d'un grand artiste. Je vais vous dire. Ce monsieur finit par m'impatienter. Prenez les devants. C'est exactement ce que je vais faire. De quelle manière? La plus simple du monde. En lui parlant de moi. En réalité, je n'avais aucune raison de le dire à Madame d'Espard. J'avais choisi de mentir à d'Arthez, de lui appliquer sur les yeux le bandeau le plus épais. C'était une sorte d'épreuve où tout mon amour était engagé. Émilie. Merci. Qu'avez-vous? J'ai reçu une lettre de mon mari. Eh bien, Malgré les torts qu'il a eus envers moi, je pensais qu'il est exilé, sans famille, sans son fils qu'il aime. songez-vous à vos anciens chagrins? Oui. Sommes-nous assez amis maintenant pour que vous m'en parliez? Je l'espère. Qu'avez-vous souffert? Je ne sais pas si je peux vous le dire. Les hommes ont du mal à croire ce genre de choses. Ils sont si peu discrets. Vous refusez. Vous vous défiez de moi. Il ne s'agit pas de mon refus. Que puis-je vous refuser? Mais de l'idée que vous aurez de moi. Les plaies du mariage sont inconnues. Que penserez-vous de moi si je trahis les secrets d'un autre? Avez-vous donné votre parole? Non. Mon mari ne m'a rien demandé. Il ne l'a pas cru nécessaire. Ne craignez rien de mal de moi. Oh, je sais ce que vous valez. Vous êtes noble. Je ne crains rien de vous. Mais j'ai peur de raconter des secrets qui ne sont pas seulement les miens. Vous êtes un poète, un homme de solitude. Peut-être ne pourrez-vous pas croire aux horreurs de ce monde. Ce que je ne connais pas, je l'imagine. Il y a des gouffres où l'imagination ne pénètre pas. Croyez-vous? Une fille a-t-elle le droit de livrer les secrets de sa mère? Puisque vous ne répondez pas, puis-je vous poser une autre question? Un être calomnié a-t-il le droit de se montrer dans son innocence? Oui, sans doute.
J'ai été accusée de beaucoup de légèreté, de beaucoup de mauvaises choses. On vous en a parlé. Ne me dites pas le contraire. C'est exact. Je n'aime pas les justifications qui font toujours douter de l'innocence. C'est pourquoi j'ai toujours dédaigné de parler. À qui parler, d'ailleurs? Daniel, écoutez-moi. Ces secrets resteront-ils là, comme ils étaient ici? Son long baiser était si délicat que j'augurais très bien de la littérature. On devine la sensualité d'un homme à de petits riens. Je le regardai un moment et je mis dans mon regard du bonheur, de la crainte, de la confiance, un vague désir, une pudeur de vierge. Je m'étais bien préparée à ce moment de comique mensonge. Il me fallait l'entortiller. Ma mère a été la maîtresse de mon mari. Avant et après mon mariage. Elle m'a mariée à 17 ans. Elle a donné sa fille à son amant. Votre mère? Ma mère, la duchesse d'Uxelles. Ne vous étonnez pas. Un homme de votre force doit comprendre. Ces choses font l'étonnement des sots, mais elles sont vraies. Moi, par exemple, après 20 ans de calomnie, de plaisir creux, je serais prête à me prosterner aux pieds d'un homme qui m'aimerait. Mais qui me croirait? On me condamnerait de toutes parts. Et pourtant, s'il me reste 10 ans à vivre encore belle, pourquoi ne pas les donner un bel amour? Oui. Ma mère a aimé mon mari plus que moi-même. Certaines femmes sont ainsi. Elle m'avait laissé loin d'elle, dans un couvent. Je suis entrée dans le monde 15 jours avant mon mariage. Incapable de deviner le secret de cette alliance. J'étais un joli cadeau et je n'en savais rien. En outre, mon mari était criblé de dettes, qu'une partie de ma fortune servit à éteindre. Il avait 38 ans. Je lui en donnais le double. Ma mère, à 40 ans, avait encore des prétentions. Je me suis trouvée entre deux jalousies. Et personne ne le sait. Vous seul, en dehors de nous trois. Quelle vie ai-je menée pendant 10 ans? Vous qui faites des drames, vous n'inventerez rien d'aussi noir. Une mère jalouse de sa fille. J'ai froid au moment où je vous en parle. Dès le lendemain de mon mariage,
Mon mari m'a délaissée pour elle. Il ne devait plus m'approcher. Et votre enfant? Une formalité. Le fait d'une convention entre ma mère et mon mari. Et je ne voyais rien. Sortie du couvent, développée fort tard, je me croyais heureuse. Mon mari, de toute façon, ne me plaisait guère. Seul mon fils m'occupait. Il était très beau. Je jouais à la maman. Quelle merveille. Mais un jour? Oui, car je n'étais pas tout à fait sage. J'ai tout appris. Et j'ai voulu braver ma mère et mon mari par des coquetteries publiques, comme une sorte de vengeance. Alors, j'ai fait parler de moi. Dieu sait comme. Je sortais, je brillais, j'exhibais 1000 extravagances. Mais en réalité, je restais innocente. Je passais pour une femme perverse, pour la plus mauvaise de la terre. Et je n'en savais rien. Le monde est parfois bien aveugle. Et moi, j'avais tant de plaisir à me compromettre. J'accumulais les enfantillages. Tenez, je suis allée en Italie avec un jeune étourdi que j'ai planté là quand il m'a parlé d'amour. Mais il a fait un faux pour avoir de l'argent. Alors, j'ai couru le sauver. Le marquis d'Aiglignon? Cela même. Mais le pire restait à venir. Le pire? Vous ne devinez pas? Vous qui êtes perspicace? Mon mari a été frappé d'une maladie qu'on appelle honteuse. On vous en a peut-être parlé. Il a perdu ce à quoi les hommes tiennent le plus. Vous me comprenez. Alors, à 52 ans, ma mère a quitté Paris. Elle vit depuis cette date à Uxelles, dans une dévotion démesurée. Elle m'a laissé face à face avec mon mari. Vous ne pouvez pas savoir, Daniel, ce qu'est un vieil homme à bonne fortune, mort à tout et jaloux de tout. J'ai voulu être encore sa femme. Oui. Mais je me suis heurtée à sa vanité, à son esprit despotique, à tous les caprices de l'impuissance. Il me traitait comme une petite fille. Il exigeait de moi des choses. Il me blessait à chaque instant. On aurait dit qu'il voulait me donner le droit de le trahir. J'ai résisté pendant 3 ou 4 ans. Mais un mot infâme m'a rejeté dans mes folies. Quel mot? On a dit de moi
Elle est revenue à son mari. C'est de la dépravation. Il ne lui restait plus qu'à faire l'amour à un mort. Ma meilleure amie a dit ça. Celle chez qui j'ai eu le bonheur de vous rencontrer. Marquise d'Espard. Oh, je lui ai pardonné. J'ai peut-être montré la même cruauté pour des femmes tout aussi pures que je l'étais. Alors, je me suis jetée dans le monde afin d'y faire des éclats. J'ai oublié la vie réelle pour une vie fantastique. J'ai donné des fêtes, j'ai fait la princesse et j'ai fait des dettes. Triste lutte de la fantaisie contre le réel. J'ai bel et bien mangé ma fortune. Et quand la révolte de 1830 est arrivée, je venais enfin de rencontrer cet amour que je voulais connaître. Votre ami, Michel Chrétien, pourquoi fut-il si respectueux? J'ai tout perdu. Je n'ai plus d'illusions sur rien. J'avais tout pressé, sauf un seul fruit, pour lequel je n'ai plus ni goût ni dents. J'ai quitté le monde. Une mauvaise nuit de noces, un défi, 2 effroyables passions. Voilà toute la princesse de Cadignan. Maintenant, je sacrifie tout à mon fils. J'oublie les bonheurs que j'ignore. J'ai peur de tout. Ce que je vous dis est l'histoire de bien des femmes. Je suis abasourdi. Vous me croyez au moins? Totalement. Imaginez quelle impression a produite sur moi l'amour de votre ami. Et quelle raillerie du sort. Il n'a pas osé. Avec moi, qui l'eût trouvé si faible. Et puis, il est mort. Mais vous êtes... Vierge et martyr. Vous voyez. Savez-vous pourquoi? Non. Je pense à l'image qu'on a de moi. Tenez, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait faire cet album en pensant que ceux qui m'admiraient étaient mes amis. On s'est dépêché de les désigner comme mes amants. On me les a tous donnés. Même cet infâme Maxime Détrailles, qui est un coupe-jarret politique. Même le pauvre Lucien de Rubempré, qui était follement épris d'une autre. Même de Marsay, que je détestais. Même Rastignac? Même Rastignac, oui. Il y a si peu de temps à consacrer aux femmes. Et puis des ambassadeurs, des ministres, des généraux russes. Que sais-je encore? Je devrais mépriser tous les hommes. Un point, c'est tout. Non, je ne peux pas. J'ai trop de doutes pour être bonne à quelque chose. Mais je peux vous aimer, moi, pour toute votre vie perdue. Non, ne me dites pas ça en ce moment. Je me sens honteuse et tremblante. Mais pourquoi? Je suis trop vieille, trop passée.
Je me sens détruite. Vous êtes jeune, Diane. Vous avez la peau la plus fine, la plus parfumée. Vous êtes fou. Dans 15 jours, vous me verrez telle que je suis. Diane, je vous aime. Et je vous désire. Je vais vers 40 ans. Peut-on désirer une si vieille femme? C'est un désir tout nouveau pour moi, qui m'habite tout entier, que rien ne pourra faire disparaître. Vous dites des sottises de sous-lieutenant amoureux. Un grand écrivain comme vous. J'ai beaucoup parlé, il est tard. Je peux vous demander un service? Je vous en prie. Depuis notre rencontre, vous n'avez plus mis les pieds chez Madame d'Espard. Je voudrais que vous y retourniez. Au moins une fois. Sans moi. Mais pour quelle raison? Elle a sans doute appris que vous ne sortez plus d'ici. Si vous abandonnez et le monde et votre œuvre, que va-t-on dire de moi? Que je vous tiens en laisse, que je vous absorbe, que je fais de mon mieux pour garder ma conquête en sachant que c'est la dernière. Vous comprenez? Oui, je comprends. Si vous m'aimez, Daniel, faites croire au monde que nous sommes simplement frères et sœurs. Ce qui d'ailleurs est la vérité. En rentrant, je sentais mon amour fermement établi. Je ne dormis pas du reste de la nuit. Ainsi donc, me disais-je, les élégances du monde cachent de semblables horreurs. À quoi sert le travail de l'imagination? Nous sommes sans le savoir les prisonniers de la réalité. Et nous n'inventons jamais que le vrai. Mais que vous a-t-on fait? Vous rayonnez. Merci, 1000 fois merci. Pourquoi? Je vous dois le bonheur le plus total, le plus complet. Parlez-moi de cet homme de génie. Il y aurait tant à dire. On raconte qu'ils aiment avec plus de perfection que les gens du monde, que les diplomates et même que les militaires, qui pourtant n'ont que ça à faire. C'est possible.
Mais je ne peux pas encore vous parler de ça. Ah bon? Mais c'est pour quand? C'est fait, sans être fait. Ce sera fait quand nous le voudrons, l'un et l'autre. Vous comprenez? Le temps n'existe plus. C'est ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne vous reconnais pas. Je suis heureuse. Je me rappelle ce que disait le duc d'Albe à Catherine de Médicis. La tête d'un saumon vaut celle de toutes les grenouilles. Cet amour que j'avais cherché si longtemps. Je souhaiterais que vous puissiez connaître une passion semblable. Je peux vous demander une faveur? Oui. Cela va vous sembler bizarre. Mais à plus forte raison. J'ai demandé à Daniel de venir vous rendre visite seul. Dans quel but? Je ne veux pas le garder sous cloche. C'est dangereux. Il faut qu'il bouge, qu'il voie le monde par lui-même. Recevez-le. Parlez-lui de moi. Vous êtes mon ami. Je vous fais confiance. Comptez sur moi. Bien entendu, je n'étais pas dupe de la marquise. Je savais qu'elle allait m'arranger. Mais c'était exactement ce que je voulais. J'avais besoin de cette seconde épreuve. Monsieur d'Arthez, connaissez-vous Maxime Détrailles? Monsieur? Monsieur, je suis votre lecteur. On dit que vous voyez beaucoup la princesse de Cadignan et que du coup vous ne travaillez plus. La littérature est agréable. Je ne crois pas qu'elle soit indispensable. C'est pourquoi je ne blâme pas entièrement la princesse. Mais faites attention, c'est une femme tout à fait civilisée. Et par là même tout à fait dangereuse. Oui. C'est un vrai serpent. Malheur à qui met le pied dans son nid. Ne parlez pas ainsi de ma meilleure amie. Ah, j'ignorais ce détail. Vous savez, quand un homme a été désarçonné par un joli cheval, il lui trouve des vices et le vent. Nous n'avons jamais été présentés, je suis le marquis d'Esgrignon. J'espère que vous n'en êtes pas avec Diane à un point qui nous empêcherait de parler d'elle. En tout cas, il n'est pas encore obligé de répondre. Cette femme admirable et raffinée a détruit ma fortune et m'a conduit à 2 pas de la mort. Pour retrouver ma position, j'ai dû consentir à un mariage infâme. Mon honneur et mes sentiments sont perdus. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je connais l'histoire du marquis d'Esgrignon. Il a dû faire un faux. Madame de Cadignan a couru le sauver. Et voilà comment il en récompense. Mais vous êtes ensorcelé? Bien au contraire. Tous ces gens que je vois me semblent endormis, comme par un charme. Et j'éprouve en les regardant une très étrange sensation. Dites-moi laquelle. J'ai peu d'habitude du monde. Et pourtant, j'ai l'impression que tous ces visages d'hommes me sont connus. Vous savez pourquoi? Réfléchissez. Vous les avez vus quelque part, dans un certain album. Oui. C'est une délicate attention de notre hôtesse. Tous les hommes invités ici ce soir ont été un jour ou l'autre les amants de la princesse de Cadignan.
Tous. À une exception près. Vous. Excusez-moi. Vous quittez déjà notre cercle. J'essaie de sortir d'un mauvais rêve. Ce n'est pas ici que vous dormez. J'ai quelque chose à préciser au sujet de la princesse. Personne ici ne me contredira. Ce qui étonne chez elle, vous verrez, c'est que sa dépravation n'est pas calculée. Elle est naturelle comme le génie. Diane est née menteuse. C'est chez elle un besoin profond. Et ses inventions les plus tortueuses, elle les présente comme une inspiration de l'amour le plus naïf. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il est impossible de ne pas la croire. Vous avez raison. Oui, vous avez raison. Cette femme est effroyable. Elle a ruiné des orphelins. Elle a brisé des familles unies. Elle a sapé des vieux châteaux. Elle a poussé au suicide. Elle a sans doute inspiré des crimes. Mais elle a sur les hommes un immense avantage, celui d'être une femme. Pourquoi une femme supérieure, un jour, ne pourrait-elle pas s'amuser à détruire les hommes, comme les hommes le font des femmes? Pourquoi les femmes ne prendraient-elles pas, de temps en temps, une revanche? Bonsoir, messieurs. Je m'étais égaré dans une soirée de victimes. Daniel? Bravo. Tu n'as pas commis la faute de la défendre, comme on l'attendait de toi. Mais tu es un homme d'imagination. Peut-être le mensonge est-il plus fascinant pour toi que la vérité. Allez, va. Elle doit t'attendre avec angoisse. Daniel, je me sens faible.
Je ne peux pas me tenir debout. Je le vois. J'étais si anxieuse. Je n'étais pas sûre de vous revoir. Je vous ai envoyé là-bas, sachant très bien ce qui vous y attendait. Je l'ai compris. On m'a calomnié, je le sais. On m'a traîné dans toutes les boues. Mais en vous regardant, je sais que vous m'avez vengé. Comment le devinez-vous? Tu ne vois pas que je t'aime, Paul? Que lisez-vous? Je ne lis plus. Je relis. Et même j'apprends par cœur. Puisqu'à chaque réveil, nous regrettons le songe. Plus que la vérité, nous aimons le mensonge. Et plus que le soleil, les illusions du soir. Vous vous souvenez? J'ai changé d'avis. Maintenant, j'aime le soleil. J'aime les couleurs, les odeurs, les herbes, la mer. À quoi pensez-vous? À ce que vous m'avez dit de votre mère et de votre mari. Vous y pensez souvent? Assez souvent. Espérez-vous en faire un livre? À quoi bon, puisque c'est la vie? Vous devriez oublier ce que je vous ai dit. Vous regrettez de m'avoir parlé? Je n'ai pas dit ça. Voulez-vous un peu de café? Non, merci. Je me sens coupable. À cause de moi, vous n'écrivez plus. Ce n'est pas à cause de vous. C'est grâce à vous. Diane, vous remplissez totalement ma vie. Le monde avec vous me semble différent. J'ai oublié la gloire. Je ne pense plus à mes livres, à mes idées, à mes personnages. Je suis avec vous. Je ne savais pas qu'une sensation pareille pouvait exister. Quoi qu'il arrive, je vous en remercie. Si vous mentez, j'y prends beaucoup de joie. Je crois que je ne mens jamais.
Hanno portato questa lettera, principessa. Grazie, Maria. Ma mère est morte. Vous paraissez triste soudain. Elle était tout de même ma mère. Nous rentrons à Paris? Évidemment. On dirait qu'elle l'a fait exprès. Ça m'étonnerait tout de même. Nous repartîmes pour Paris le jour même. Diane régla la succession de sa mère et nous reprîmes, négligeant le deuil, une certaine vie mondaine. Mais un soir, à la sortie de l'opéra, il se passa quelque chose. Qu'avez-vous? Allons, venez. Vous connaissez ce jeune homme? Non, Ce regard paraît vous avoir ému. c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était sans doute qu'un curieux. Merci, Émilie. Vous a-t-il rappelé Michel? Oui. C'était la même flamme. Pardonnez-moi, Daniel. Ce soir, tout à coup, je me sens fragile. Dans ses yeux qui me regardaient, j'ai vu quelque chose de fort, de sincère. Que vous ne voyez pas dans les miens? Aussi, ce n'est pas ce que je veux dire. Quand je parle de sincérité, c'est à moi que je pense. Pourquoi? Daniel, j'ai besoin d'un aveu. Je ne peux plus vivre ainsi. Tout ce que nous avons ensemble repose sur une tromperie. Je ne comprends pas. Je vous ai menti. À quel moment? Quand je vous ai parlé de ma mère et de mon mari. Tout est faux. Ma mère était une femme semblable à d'autres, assez banale, dévote et scandalisée par ma vie. Mon mari est au fond
Un assez brave homme. Qui me laisse libre et tranquille. Maintenant, vous me dites la vérité. Oui. Vous m'avez vraiment menti? Je vous le jure. Pourquoi? Vos amis diraient parce que je suis une menteuse. Mais il y a une autre raison. Toute femme a l'envie de paraître vierge aux yeux de l'homme qu'elle veut aimer. Et j'avais une telle envie de vous aimer, Daniel. Vous m'avez menti pour que je vous prenne dans mes bras? Oui. Je vous ai menti pour connaître un amour sincère. Je ne comprends pas. La vérité ne vous eût pas intéressé. Je l'ai senti. J'ai senti votre attirance pour les inventions que je vous faisais. Vous qui vivez dans un monde imaginaire, soyez franc. Ne vous êtes-vous jamais douté que je vous mentais? Si, quelquefois. Pourtant, vous ne m'en avez jamais parlé. Ce n'était pas nécessaire. C'est bien ce que je dis. Vous aimiez mon mensonge. Rappelez-vous, je vous ai envoyé chez la marquise. Certaine qu'on vous dirait du mal de moi. Mais vous n'avez pas voulu croire le monde, qui disait vrai. Vous avez préféré me croire, moi qui mentais. Notre amour est né de ce goût secret. Pourquoi me dites-vous tout cela ce soir? Je suis moins forte que je ne croyais. La femme que vous aimiez, ce n'était pas moi. Je n'en pouvais plus de devoir votre présence à une illusion de vertu. Je voulais être aimée telle que je suis, telle que j'ai toujours été. C'est ce que souhaite toute femme. Ce soir, le regard de ce jeune homme m'a pénétré jusqu'au cœur, comme une épée. Voilà pourquoi je vous ai parlé. Êtes-vous donc celle qu'on m'a décrite? Et cette femme-là, je ne peux pas l'aimer. Diane, je suis troublé. Je le vois. Permettez-moi de me retirer. Je vous le permets. Je m'y attendais d'ailleurs. Ce soir, vous m'avez dit la vérité. En doutez-vous? Comme je le craignais,
Cette dernière épreuve était trop forte pour lui. Je l'attendis toute la journée du lendemain. Il ne revint pas. Il ne revint jamais. Je ne le revis que très rarement, toujours avec d'autres personnes. D'ailleurs, je ne cherchais pas à le voir. Quelques mois plus tard, il publia un nouveau livre qui fut brillamment accueilli. 2 ou 3 jours après mon aveu, il s'était remis à écrire. Me direz-vous un jour les raisons de votre rupture, que le monde appelle votre sacrifice? C'est ridicule. Je n'ai rien sacrifié. Vous ne regrettez rien? Non. Ce que j'aurais pu regretter, c'est de n'avoir pas connu ce que j'ai connu. Ça valait la peine? Oh oui. Quelle est donc cette lettre? Celle que j'ai reçue de Michel Chrétien, le jour de sa mort. Vous vous rappelez? Vous n'avez pas voulu me la montrer. Madame, on entend des bruits de bataille, j'y cours. Je vous aime depuis 4 ans, sans vous le dire. Sachez que vous m'avez rendu heureux. Vous avez été heureuse avec d'Arthez? Oui. Nous autres femmes, nous devons nous contenter du bonheur. Même d'un moment. Oh, comme je vous envie d'avoir connu ce moment-là. L'amour n'est donc pas une souffrance? Aussi. Mais il est beaucoup plus que ça. Il est une joie, une lumière, une bataille. Entre qui et qui? C'est un secret. En ce qui me concerne, cette bataille, c'était sans doute la dernière. Et je ne sais même pas si je l'ai gagnée ou perdue.